On avait envie sur Boursorama de vous parler de cette histoire qui est assez incroyable. Ça se passe outre-Atlantique, aux États-Unis. Imaginez comme ça que votre sandwicherie de quartier se retrouve valorisée en bourse une centaine de millions de dollars. Mais c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Et sans trop de surprise, malheureusement, dans ce genre d'histoire, ça se finit pas très très bien. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Donc ça se finit mal, ça se finit surtout devant la justice. Enfin, heureusement, quelque part. Oui. On dit malheureusement parce que c'est vrai que l'histoire est assez incroyable. On va faire un petit retour arrière et on se demande si on va pas voir un film ou un téléfilm arriver sur cette histoire tellement elle est dingue. Allez, petit rewind. On est début 2021 et le patron d'un hedge fund, Greenlight, David Einhorn, il écrit une lettre début 2021 à ses investisseurs et il dit voilà, faites gaffe les gars, aux investisseurs particuliers, il y a quand même pas mal d'attrape-pigeons en ce moment sur les marchés. Et il dit tiens, tenez, par exemple, vous avez cette société Hometown International qui affiche la capitalisation rondelette de plus de 100 millions de dollars. Bon, jusque-là, il n'y a rien de ouf, mais il doit y avoir 100 un millions de dollars aux hic États-Unis, quelque voilà, part. on se dit pourquoi pas. Ben, justement, c'est que le hic, vous l'avez dit dans votre lancement David, c'est que c'est Hometown International, ça c'est un ronflant comme titre, elle a un actif, un seul actif, c'est un délit. Alors c'est à mi-chemin entre l'épicerie, la sandwicherie, ils proposent des sandwichs italiens, voilà, ça ne s'invente pas. Ils sont situés à Paulsboro, c'est une petite ville du New Jersey. Et donc, hormis ces sandwichs qu'on estime sans doute bons, ils ont un chiffre au moment où David Einhorn écrit à ses investisseurs, de 36 000 dollars sur les 2 dernières années. Et en plus, comme tous les commerces de bouche, ils se sont pris eux aussi le Covid. Et puis, on se découvre que le principal actionnaire, à ce moment-là, parce que vous allez voir que ça va beaucoup changer, il est également donc CEO, directeur financier, trésorier et David, principal du lycée de la ville et entraîneur de l'équipe de lutte gréco-romaine. Alors là, on se dit, mais ça c'est quand même assez dingue. Et puis Einhorn conclut sa lettre en disant « Le pastrami doit quand même être sacrément génial, incroyable ». À partir de là, tout s'enchaîne. Cette sortie de David Einhorn, elle est reprise par CNBC qui va aller gratter partout et le New York Times qui va y consacrer une grande enquête à partir de juin 2021. Voilà, donc il faut se remettre dans le contexte. On est en 2021, on sait qu'à ce moment-là aux États-Unis, il y a beaucoup d'actionnaires individuels qui sont chez eux, qui sont présents sur les marchés boursiers américains. Il faut se remettre dans le contexte. C'est ça, et c'est un double avertissement en fait que fait Einhorn, à la fois aux investisseurs individuels en leur disant attention, ne faites pas n'importe quoi, ne vous faites pas voir par des miroirs aux alouettes, et aussi un petit peu aux régulateurs et aux teneurs de marché, si je puis dire, parce que cette société, David, elle n'est pas tout à fait sur un marché réglementé, elle n'est pas hors cote, elle est sur le marché OTC, over the counter, c'est un marché de gré à gré, avec, on l'imagine, enfin, on le sait, une réglementation qui est beaucoup moins contraignante, vous n'êtes pas obligé de donner autant d'informations à la SEC que vous pourriez le faire quand vous êtes une compagnie réglementée. Des volumes d'échanges qui sont parfois réduits, souvent nuls, peu d'informations, mais dans le même temps, on se rend compte qu'à l'époque, eh bien oui, sur ces marchés aussi, le pop and mom investor, l'investeur particulier dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, peut être intéressé de trouver des coups fumants, puisque sur cette période, le cours de cette Hometown International va pas plus que tripler. Donc, mais pardon, juste, ça date un petit peu tout ça, puisqu'on parle de 2021. Pourquoi vous nous ressortez cette histoire? Parce que justement, la patrouille a fini par passer avec un peu de retard. Parce que si on reprend notre histoire, à partir d'avril, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que finalement, le coup de projecteur que Einhorn va mettre sur cette société va mettre un petit peu tout le monde mal à l'aise. Je vous le disais, CNBC va aller gratter, ils se rendent compte qu'effectivement, le fameux principal qui avait monté ce petit business, a été visiblement conseillé par un de ses amis avec qui il avait fait de la lutte au lycée, qui s'appelle James Patton, 63 ans. Et c'est là qu'on arrive à notre trio de sexagénaires dont vous parlez, voilà, qui travaille lui-même pour Peter Cocker Jr., 53 ans, qui est en relation avec son père. Et tout ça nous fait un petit trio qui, en fait, va se servir de ce délit, de ce truc, pour monter cette compagnie holding qui place assez vite comme une coquille vide destinée à faire ce qu'on appelle du reverse merger, c'est-à-dire une coquille vide dans laquelle vous pouvez placer
ensuite une société privée, ça permet d'exclure un certain nombre de procédures assez fastidieuses quand on s'introduit en bourse. Et puis il y a des transactions dans tous les sens, c'est assez opaque. Il montre une autre société qui, elle, n'a pas du tout d'activité. Et on se rend compte qu'il y a des fonds, le fameux Peter Cocker Jr., il est à Hong Kong, il y a des fonds qui arrivent de Macao, de Hong Kong. Ils introduisent ils organisent entre guillemets des opérations pour faire monter le cours de l'action, pour essayer de faire exploser le cours, et ils finissent, voilà, après ce coup de projecteur, par se faire rattraper. Ça y est, il y en a 2 qui ont été arrêtés. L'autre, le Peter Cocker Jr., lui, eh ben, il est à Hong Kong, donc pour le moment on n'a pas réussi à lui mettre la main dessus. Je crois qu'il y a une douzaine de chefs d'inculpation, hein, donc fraude, manipulation, blanchiment. Voilà, donc elle a fini, la SEC a fini par rattraper un petit peu les fraudeurs. On n'a pas le montant de ce qui s'est passé, de combien ils ont empoché, mais l'affaire est quand même assez dingue. Voilà, donc la morale de l'histoire, c'est que le crime ne paie pas. Alors, oui, le crime ne paie pas. En tout cas, la question qu'on peut se poser, David, c'est qu'est-ce qui se serait passé ou combien de temps de plus cela aurait pu durer si à un moment, il n'y avait pas eu ce coup de projecteur à la fois de ce hedge fund, enfin du patron de ce hedge fund et de la presse. Et je pense qu'aussi, c'est un appel vraiment aux gens qui tiennent les marchés. Les marchés peut-être, voilà, on en parle un petit peu moins, on ne parle pas du hors-cote aux États-Unis, mais on sait que c'est vraiment le Far West, le marché OTC. En fait, il a fallu attendre la lettre de Einhorn pour que le boss du marché OTC déliste, enfin rétrograde Hometown International en disant voilà, ça présente des risques, il faut faire attention avec ce titre. Un peu tardivement. Un peu, beaucoup tardivement. En tout cas, voilà, peut-être bientôt. Alors, devant la cour pour commencer, en prison peut-être demain, et peut-être sur nos écrans, qui sait, d'ici quelques années. Voilà, sur Netflix ou ailleurs. Ouais. Arnaque donc à plus de 100 millions de dollars. Netflix, ça. Donc sur la bourse américaine, on voulait vous raconter ça. Merci Laurent. Merci David. Salut.